Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Info Intox. Alors, le mois de juillet, c'est terminé, nous sommes aujourd'hui le 3 août. Le premier mois, ce qu'on appelle l'un des 2 mois festivaliers, les juilletistes vont rentrer, les haussiens vont partir. Les juilletistes vont rentrer et vont peut-être avoir des douches froides, quoique, nous allons bien évidemment tomber dans ce qu'on appelle la trêve des confiseurs, c'est-à-dire que l'Assemblée parlementaire va être en vacances, ainsi que le gouvernement, et ils ne reviendront qu'à partir de la mi-septembre. Mais pendant ce temps-là, vous avez toute l'administration qui va travailler à la préparation de ce qui va arriver au mois de septembre. On a déjà évidemment abordé pas mal de sujets durant ces quelques mois depuis les élections présidentielles américaines, présidentielles françaises. Et le fait est, c'est que si vous suivez ce blog, que vous voyez juste derrière moi, eh bien vous avez sans doute pu constater que les choses s'accélèrent. Et preuve en est, c'est que j'avais déjà fait 4 vidéos, j'ai pas eu le temps de les monter. J'ai pas eu le temps de les monter, pourquoi? Parce que les événements vont tellement vite que au moment où je donne une information, où je fais un petit commentaire sur une information, paf, les choses évoluent. Preuve en est, vous avez un exemple très flagrant, c'est que vous avez ce fameux monsieur Scaramucci qui était le fraîchement nommé conseiller en communication à la Maison Blanche et qui a tenu 10 jours. Il a tenu 10 jours tout simplement parce qu'un autre qui a été nommé à la place d'un autre veut rétablir un petit peu de discipline dans l'administration de la Maison Blanche et a considéré que ce monsieur est un petit peu trop excentrique à son goût et a demandé à Donald Trump tout simplement de le virer. Donc on n'a jamais vu ça dans l'histoire, dans les 200 ans d'histoire des États-Unis. On n'a jamais vu une personne nommée un poste administratif de la Maison Blanche se faire virer au bout de 10 jours. Ça, je crois que c'est historique. Donc, les choses vont tellement vite qu'on va maintenant essayer d'adopter un concept de revue de presse, tout simplement. Vous donner un petit peu l'essentiel, un résumé de ce qu'il faut savoir, en vous donnant quelques petits commentaires, en évitant de trop s'étaler peut-être sur des thématiques comme je le faisais avant, parce que finalement, les choses vont tellement vite que parfois ces analyses restent toujours vraies, mais voient arriver des éléments supplémentaires qui parfois changent certaines donnes. Alors, on va partir tout de suite. On a des informations qui nous viennent évidemment d'un peu partout en ce moment, que ce soit des États-Unis, que ce soit le Venezuela, que ce soit aussi en Asie, que ce soit aussi dans d'autres pays européens. En Europe, on va aborder la problématique des migrants parce qu'on est en pleine saison des migrants et il y a certains pays avec qui la Bruxelles s'est un petit peu fâchée, plus particulièrement la Pologne. Vous avez vu que la Pologne a repris véritablement en main sa politique migratoire et elle s'est un petit peu fâchée avec l'Union européenne, sauf que les médias ont accentué le trait sur le fait que Bruxelles veut absolument mettre des sanctions à la Pologne. Le seul problème, c'est que, et vous pourrez regarder sur Internet, vous verrez certains médias vous présenter Bruxelles veut prendre des sanctions contre des pays tels que la Pologne, la Hongrie, je crois aussi, qui soutiendrait la Pologne. Sauf que le problème, c'est que dans les accords de Lisbonne, lorsqu'on veut prendre des sanctions, il faut l'unanimité. C'est-à-dire que quand vous avez un pays de l'Union qui doit être sanctionné, il faut que les 27 autres soient d'accord pour la sanction. Sauf qu'il y a beaucoup de médias qui ne vous ont pas expliqué ça. Pour les médias, ils vous ont fait le pitch en disant « on va prendre des sanctions parce que c'est pas bien ». Mais ils ne vous ont pas du tout expliqué qu'il n'y aura pas de sanctions parce que forcément il n'y aura pas l'unanimité. Il n'y aura pas les 27 pays de l'Union européenne qui vont être d'accord, puisque déjà la Hongrie et 2 autres pays dont les noms m'échappent ne soutiennent la politique de la Pologne. Je crois qu'il y a pas la Slovénie, mais en tout cas il y a 3 pays de l'Union européenne qui font de la résistance à la politique proprement dit de Bruxelles concernant les migrants. Qu'est-ce qu'on avait sur une information? On avait une information sur la reprise en main. La reprise en main de quoi? Tout simplement à Washington. Et là, l'information, je devais normalement la mettre à jour sur le blog, on vient d'avoir que Donald Trump a promulgué les sanctions contre la Russie, contre la Corée du Nord, contre l'Iran, et contre la Chine. Ces sanctions ont été promulguées par le président Trump, sauf que,
contre vents et marées, c'est-à-dire qu'il a été obligé de promulguer ces sanctions alors qu'il n'est pas d'accord, alors qu'il est contre, mais ces sanctions ont été votées par le Parlement. Donc étant donné qu'elles ont été votées par le Parlement, eh bien Donald Trump est obligé de les promulguer contre son gré finalement, parce que de toute façon, quand je parle de reprise en main, tout simplement ça veut dire que c'est l'État profond qui petit à petit commence à reprendre un petit peu le pouvoir dans les institutions américaines. Comme je l'ai déjà expliqué, aujourd'hui ceux qui dirigent véritablement les États-Unis, c'est le Pentagone, en ce qui concerne les affaires extérieures. Trump n'est plus qu'aux ordres, Trump n'est plus qu'une marionnette. Il a beau essayer de donner le change, il a beau essayer de faire croire que c'est lui qui mène la danse, mais en finalité, non, il ne mène plus la danse du tout. C'est un peu dangereux parce que ça fait même pas un an qu'il est déjà au pouvoir, il a encore 3 ans, presque 3 ans et demi à faire. Dans cette situation et dans ce contexte, là, je ne serais pas aussi catégorique de réfuter l'idée qu'il puisse y avoir une destitution ou une démission avant les 4 ans. Parce que, je veux dire, gouverner dans ces conditions-là, et puis vu que la situation aux États-Unis se dégrade de plus en plus, pour vous donner un exemple, moi je le perçois directement ici, je sens bien qu'aujourd'hui il y a pas mal de compagnies qui commencent à regarder d'un peu plus près ce qui se passe parce que il y a des millions de dollars qui sont en perte et ça c'est plus possible. Les entreprises américaines ne peuvent plus se permettre ce genre de choses. Et puis il y a aussi des scandales. Là, le dernier scandale, peut-être que vous l'avez vu sur le blog, c'est un scandale qui concerne Wells Fargo. Wells Fargo qui a été, alors là par contre ça a été une enquête en interne, donc le président, directeur général de Wells Fargo a présenté ses excuses et a garanti aux victimes qu'il y aurait des dédommagements. C'est-à-dire qu'au sein de Wells Fargo, certains responsables qui ont signé un certain nombre de contrats de prêts pour des achats de véhicules, et bien dans ces contrats, ils ont tout simplement intégré automatiquement des frais pour une assurance auto, alors que les gens, 1, n'ont jamais demandé cette assurance auto, 2, n'ont jamais donné leur autorisation pour avoir cette assurance auto, et 3, cette assurance auto a été mise dans le contrat par défaut, alors que c'était totalement illégal. Donc le président, directeur général de Wells Fargo, sachant ça évidemment, déjà que Wells Fargo s'est pris 2-3 scandales ces 3 dernières années sur certaines malversations pour essayer de tirer un petit peu de frais supplémentaires sur les comptes de certains de ses clients, ou essayer de refourguer certains contrats qui n'étaient pas couverts en matière d'assurance vie, en matière de placement et d'obligations. Donc voilà. Wells Fargo, c'est quand même la 2e plus grosse banque de dépôt aux États-Unis après Bank of America. Donc, quand vous avez ces banques-là, qui sont quand même aujourd'hui des banques importantes aux États-Unis, on arrive à aller jusqu'à pratiquer ce genre de fraude, ce genre d'arnaque, parce que là on peut vraiment parler d'arnaque, là on est vraiment en droit de se poser des questions. On a d'autres informations évidemment, je vous invite à aller voir sur le blog, le blog est toujours mis à jour régulièrement. On a en Ukraine, le Moyen-Orient, Venezuela, Asie du Sud-Est, Corée du Nord. C'est quand même des endroits où il y a des situations qui évoluent et qui sont, on peut dire que c'est des cocottes minutes, c'est-à-dire que dans un de ces pays, forcément il y a un moment donné où ça risque de clasher. En ce moment, le Venezuela, c'est extrêmement tendu. Les médias occidentaux et les médias mainstream en général vous présentent l'information comme étant Maduro, un dictateur, Maduro a fait une manipulation, Maduro est en train d'installer une dictature, etc. La réalité est beaucoup plus compliqué et simple. Il faut savoir que, pour rappel, Venezuela, c'est un pays qui a été plus ou moins sous une hégémonie américaine, et un jour, il y a un monsieur qui est arrivé au pouvoir qui s'appelait Hugo Chavez, et Hugo Chavez a rétabli une sorte de politique sociale, une politique, on va pas dire communiste, mais une politique plutôt de collectivisme, en renationalisant un certain nombre de compagnies de gaz, de pétrole, etc., ce qui évidemment a énormément déplu aux États-Unis. Je rappelle que la mort de Hugo Chavez reste avec beaucoup de suspicions, comme quoi
pourrait ne pas être uniquement qu'une mort due à un cancer, et que certainement peut-être qu'il y aurait eu des actions derrière pour provoquer son cancer et éventuellement le tuer à petit feu. Enfin voilà, je pense que vous comprenez un petit peu où je veux en venir. Et donc pour succéder à Chavez, eh bien c'est Maduro qui est arrivé au pouvoir, qui a essayé de faire une continuité de la politique de Chavez, sauf que le problème c'est que Maduro n'a pas su véritablement maîtriser la situation et s'est retrouvé avec des gens un peu corrompus dans son administration. Et le pire dans la situation, c'est qu'évidemment ça déplaît une partie du peuple. Même si majoritairement on estime qu'à peu près 60% des Vénézuéliens soutiennent Maduro, eh bien dans cette population il y a aussi une minorité de population vénézuélienne, on va dire plutôt des jeunes, plutôt étudiants, plutôt riches, plutôt bourgeois, qui ne veulent plus de cette politique sociale, socialiste, collectiviste, et qui veulent revenir à du libéralisme. Et évidemment, quel pays peut soutenir ces mouvements, si ce n'est les États-Unis? Donc on estime que les États-Unis sont un petit peu derrière. À ceci près, c'est qu'il faut faire très attention parce que, très sincèrement, depuis le temps que ce problème perdure au Venezuela, on s'attendait à ce que ça finisse en Maïdan. Sauf que le problème, c'est que ça traîne énormément. Il y a eu dernièrement une manifestation qui avait été organisée peu de temps avant la fameuse référendum pour décider de donner les pleins pouvoirs au Parlement. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. C'est qu'on s'est dit, mais que font les États-Unis ou que font les soutiens aux opposants de Maduro, si ce n'est peut-être jouer un autre jeu. Donc voilà, au Venezuela, on ne sait pas trop comment les choses vont tourner. Certainement qu'il y a une volonté de vouloir dégager Maduro, peut-être de placer quelqu'un d'autre, peut-être pas forcément un libéral, mais quelqu'un un petit peu comme Temer qui est au Brésil. Je rappelle que Rousseff a été démissionné, a été remercié de ses fonctions de présidente, tout simplement parce que derrière les Américains voulaient absolument remettre au pouvoir quelqu'un qui soit plus proche des États-Unis que du fameux BRICS. Le seul problème, c'est que M. Temer, qui est le nouveau président du Brésil, eh bien aujourd'hui est empêtré dans des affaires de corruption, où là, il y a véritablement des preuves et des faits établis, contrairement à Rousseff, où ça a été une affaire où personne n'a su véritablement faire la démonstration ou apporter du factuel pour incriminer la présidente. Donc voilà, au Brésil, la situation, pareil, est en train de partir à volo. Dans certaines régions fédérales du Brésil, la situation commence à empirer à cause, évidemment, à cause de la pauvreté, de la précarité, problèmes de chômage, etc. Donc, pareil, le Brésil est aujourd'hui dans un état on ne va pas dire catastrophique, mais risque d'avoir des répercussions. Donc Venezuela à suivre. En ce qui concerne la Corée du Nord, bon, la Corée du Nord, voilà, c'est actuellement c'est je montre les muscles, je tire un missile, ah bah toi aussi tu as tiré un missile, donc j'en tire un aussi. Donc puisque tu as tiré un missile, moi j'en tire un d'un sous-marin, et puis puisque tu en as tiré un du sous-marin, moi j'en tire un de Californie. Donc là, on ne sait plus à combien de missiles on est de chaque côté, dans cet esprit de démonstration, de dire, voyez, moi maintenant j'ai un missile, donc je peux attaquer à tel endroit, je peux attaquer vos positions, etc. J'ai déjà expliqué dans une vidéo qu'est-ce qui aurait pu se passer, qu'est-ce qui aurait pu changer les donnes entre les États-Unis, la Corée du Nord et la Chine. Donc je rappelle rapidement, je rappelle que la Chine, pendant un temps, était d'accord pour éventuellement trouver une solution concernant la Corée du Nord avec les Américains, sauf que avant de commencer à discuter, avant de commencer à négocier quelque chose, qu'est-ce qu'ont fait les Américains? Eh bien les Américains ont tout simplement déboulé en Corée du Sud avec leur système de bouclier antimissile, ce qui n'a pas du tout plu évidemment aux Chinois, et donc les Chinois ont dit, écoutez, puisqu'apparemment vous jouez encore au con et vous nous prenez pour des abrutis, eh bien nous, la Corée du Nord, on revient sur nos positions initiales, vous n'y touchez pas. Donc voilà, donc on est revenu à la case départ. Tout ça pourquoi? Parce que l'administration américaine n'a pas su jouer subtilement, n'a pas su jouer voilà, en juste consensualité, en faisant des consensus, et ils ont déboulé comme ça, ils ont tout foutu par terre. Donc la Corée du Nord, voilà, ça reste encore un problème.
L'Ukraine aussi à surveiller parce que, comme je vous l'ai peut-être dit dans le blog, vous retrouverez l'information, il y a une partie du Donbass, un président donc, de la République autoproclamée de Donetsk et de Lugansk qui veulent décréter un État, la création d'un État. Alors, je ne me souviens plus du nom, c'est Madorussie, je crois, quelque chose comme ça. Donc évidemment, ça remet de l'huile sur le feu, sur la souveraineté de l'Ukraine au niveau des Occidentaux. Les Américains ne sont pas d'accord. Et forcément, les Russes, eux, pour l'instant, se disent, bon, voilà, ils veulent créer un État, etc. Nous, on regarde, pour l'instant, on ne dit rien, on n'a pas confirmé qu'on était d'accord, etc. On a juste dit que nous ne faisons pas d'interventionnisme, etc. Mais forcément, côté occidental, on dit « Ah oui, mais voilà, c'est la patte de la Russie, ils veulent encore essayer de manipuler l'Est de l'Ukraine, etc. » Le problème, c'est que les médias occidentaux, les médias français, oublient toujours de rappeler ce qu'est l'Ukraine, de quoi est constituée l'Ukraine. On ne va pas revenir dessus, mais le fait est, c'est que c'est comme un certain nombre de pays dans le monde qui sont la conséquence de traçage de frontières et de création de pays, où dans ces pays-là, on a occulté le fait qu'il y avait plusieurs communautés. Et le problème de l'Ukraine, c'est qu'étant donné que c'est un pays qui a quand même été intégré depuis la Seconde Guerre mondiale dans le bloc soviétique, eh bien, il y a eu un développement beaucoup plus important de la communauté russe en Ukraine, communauté russe qui était déjà présente en Ukraine, si bien qu'aujourd'hui, l'Ukraine, en effet, est un pays indépendant, est un pays souverain, enfin, souverain est un peu beaucoup dire, mais le problème, c'est que malheureusement, est constitué de deux communautés principales, qui sont les Ukrainiens et les Ukrainiens russophones. Et le problème, c'est qu'évidemment, il n'y a pas d'harmonie, puisque quand il y a eu la chute avec Maïdan de l'ancien président et la mise en place de Poroshenko, la première chose qu'il a fait, c'est vouloir officialiser l'ukrainien comme langue officielle et interdire le russe. Ce qui, évidemment, pour la communauté russe, c'est comme si en France, par exemple, on décidait de dire désormais tous les musulmans, tous les arabo-musulmans, vous allez devoir parler français, on interdit de parler l'arabe. Même si en France, la langue officielle, c'est le français, mais on n'interdit pas à des ressortissants dans des communautés à continuer à pratiquer leur langue. On leur demande juste de maîtriser le français pour pouvoir communiquer dans les institutions, dans la société française. Mais il n'y a aucune loi en France qui interdit de pouvoir continuer à pratiquer sa langue maternelle. Bon, et bien en Ukraine, c'est ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient interdire le russe, quasiment. Et c'est ce qui a été un petit peu le déclencheur, d'ailleurs, de tout le processus qu'on a connu par la suite. Autre info aussi que vous avez certainement vu, c'est que vous avez vu que Paris 2024, les Jeux Olympiques de Paris. La facture, 6,6 milliards d'euros. Alors, question évidemment qui fâche, c'est qui va payer la facture ? En sachant que 6,6 milliards, c'est le budget proposé pour la candidature. Or, on sait pertinemment que toutes les autres candidatures précédentes, que ce soit Londres, que ce soit Rio de Janeiro, enfin le Brésil, lors des dernières Olympiades, les budgets ont explosé. Les budgets n'ont pas été tenus. Le seul problème, c'est que, encore à la rigueur, l'argument de dire ah oui, mais ça va générer des entrées fiscales, ça va générer de l'économie dans la région, sur Paris, etc. Ce qui est complètement faux. Pourquoi ? Tout simplement parce que la plupart des partenaires officiels sont des multinationales, et les partenaires officiels, comme ça s'est passé au Brésil, comme ça s'est passé à Londres, comme ça s'est passé à Athènes, eh bien, ils sont exonérés fiscal. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir s'en foutre plein les poches sans devoir payer un centime d'impôt ou de taxe en France. Donc voilà l'arnaque. Et finalement, qui va payer la facture ? C'est les contribuables. C'est les Parisiens, c'est la région Île-de-France, et c'est certainement les Français en général, puisqu'on va évidemment diluer la dette dans la dette nationale. Donc 2024, les Jeux Olympiques, c'est bien gentil, c'est joli, ça fait du spectacle, ça fait du show, mais ça va encore plus endetter le pays, et ça va encore plus vous endetter vous. Donc ça, c'est quelque chose évidemment dont on ne veut pas qu'on parle. Les En Marche. Alors les En Marche sont un petit peu dans la merde en ce moment. Alors avec en plus, le président Macron, je pense que
Vous verrez dans le blog, hein, je mets des articles, ça devient catastrophique. Sa cote de popularité commence à chuter, alors que ça fait quoi, 3 mois qu'il est au pouvoir. Ce qui est, je crois que Hollande a commencé à voir sa cote de popularité baisser au bout de 6 ou 8 mois. Donc là, Macron... ce qui est normal, puisque c'est quand même un président qui n'a été élu qu'avec 15% de la totalité des Français en âge et en capacité de s'exprimer, ce qui est ridicule. Et donc il y a un gros problème, c'est que parmi les adhérents du fameux nouveau parti politique La République En Marche, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que il y a beaucoup d'adhérents, et certains adhérents ont même porté plainte sur la constitution des statuts du parti, où il n'y a eu absolument aucun dialogue, aucune consultation. C'est-à-dire que ce sont certains proches de Macron qui ont décidé, voilà, le parti ça sera ça, l'idée ça sera ça, la politique ça sera ça, et aucune consultation des adhérents, aucune consultation des membres. Donc il y a un certain nombre aujourd'hui d'adhérents membres du République En Marche qui sont en train de rentrer en dissidence au sein du parti, parce qu'ils se rendent compte que, finalement, ils se rendent compte de ce qu'on savait déjà, et ce que je vous ai expliqué déjà depuis plus d'1 an, c'est que ce parti, il est comme le bonhomme, c'est-à-dire que c'est une coquille vide. C'est une marionnette qui est là, et qui a été placée là, qui a été élue grâce à la stratégie du barrage pour pouvoir appliquer et mettre en application les réglementations, la politique de Bruxelles, et servir les intérêts des multinationales, et casser les marchés publics, et ouvrir les marchés ultralibéraux aux multinationales, casser le système social français. La preuve en est, c'est que là, la loi travail, c'est casser le système social français. Mais attention, la loi travail, ce n'est que le début, il y a d'autres trucs derrière. Et comme je l'avais déjà dit plusieurs reprises, on s'est foutu de la gueule de François Célineau avec sa technicité, avec son document qu'il tenait lors du fameux débat à 11. Pourtant, ce document qui a été mis à jour au mois de mai, je tiens à préciser, il n'y a pas eu grand-chose de différent par rapport au document de 2016, mais la mise à jour, quand vous lisez le document en ce qui concerne la France, c'est spécifiquement les recommandations pour la France, c'est presque du copier-coller de ce que Macron et de son gouvernement d'Édouard Philippe est en train de mettre en place. Donc, soyez pas étonnés, vous aviez les documents, vous aviez les preuves, donc maintenant, soyez pas surpris que vous allez non seulement perdre des acquis, que vous allez perdre du patrimoine, que vous allez perdre, pour ceux qui sont encore en activité, de la rémunération. C'est sûr et certain. Après, les APL, on a parlé des APL, les fameux 5 € en moins. On a fait tout un foin, attention, vous vous rendez compte, 5 €, etc. C'est vrai que soyons honnêtes, soyons objectifs, 5 €, c'est pas la mort. Sauf que on ne réagit pas de façon intelligente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a un gouvernement qui en est réduit à essayer de baisser et de faire des économies de 5 €, ce que l'on appelle la fameuse expression française qui dit « économie de bout de chandelle ». C'est une économie de bout de chandelle. C'est-à-dire que là, on est en train d'essayer de grapper 5 € par là. Dans 6 mois, on va vous gratter 10 ou 15 € sur une autre prestation sociale. On a même pire, c'est qu'il est question de regrouper un ensemble de prestations sociales. Mais au passage, évidemment, on va réduire de peut-être 5 ou 10% la somme globale qui sera allouée aux bénéficiaires. Et on va faire des contrôles, on va catégoriser les bénéficiaires. C'est-à-dire, fatalement, quand on va redévelopper des nouveaux statuts, il y a forcément des gens qu'on va dégager. En sachant qu'évidemment, toutes les affaires aussi qui vont se succéder, puisque je rappelle, la dernière affaire, on s'est rendu compte qu'une élue du conseil municipal, ou je ne sais plus si c'est une assistante députée ou conseil municipal de Bordeaux, Nord, de la région Bordeaux-Nord, on s'est rendu compte qu'elle continuait à toucher le RSA, mais qu'en plus de ça, non contente de continuer à toucher le RSA, elle nous a fait un speech en disant « Ah mais je vérifie jamais mes comptes et j'ai complètement oublié que j'avais le bénéfice du RSA ». Sérieux, ça si c'est pas du foutage de gueule,
Le problème, c'est que la personne, bon, elle a été quand même suspendue de ses fonctions, heureusement, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Hein, il faut savoir qu'il y a certains élus aujourd'hui qui ont commis des fautes, mais qui sont toujours en place. Hein, et en parlant d'élus, justement, je ne reviendrai pas sur les prestations de nos députés, où aujourd'hui on se rend compte qu'il y a quasiment que les insoumis qui s'expriment, les autres, on a l'impression qu'ils sont inexistants. Je tiens à rappeler que pour le dernier vote concernant les ordonnances qui seront appliquées au mois de septembre, on a eu à peu près, je crois, 140 pour et 60 ou 50 contre. Si on fait le calcul, ça fait même pas 250 sur 570 députés ou 527 députés. Mais ils sont où les autres? C'est quand même important ce vote sur les ordonnances, non? Donc voilà, très sincèrement, aujourd'hui, je l'ai déjà dit dans un blog, je l'ai déjà dit dans une vidéo, aujourd'hui, prenez bien en considération que ce qui est censé faire fonctionner la démocratie en France est bien en train de disparaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale ne sert plus à rien. Vous avez en effet de l'opposition avec les Insoumis, le Front National, vous avez quelques dissidents dans les mouvements républicains et même chez les socialistes. Mais le problème, c'est quand on voit les débats, ils sont inexistants. Ils sont transparents. Donc, je vous dis, il n'y a quasiment que les Insoumis qu'on voit, un peu le Front National, mais le Front National, pareil, est en crise, une crise majeure. Hein. C'est un parti qui est aujourd'hui remis complètement en question dans ses fondamentaux. Donc voilà, et le Sénat, ils sont en train de préparer de récupérer aussi une majorité au Sénat. Là, ils sont en train d'essayer de rameuter un certain nombre de politiciens, de sénateurs, pour créer une section sénatoriale en marche, pour essayer de prendre la majorité au Sénat. Alors vous imaginez bien que si jamais vous avez la majorité en marche à l'Assemblée nationale, si vous avez la majorité au Sénat, à la limite, je vous le dis franchement, hein, on ferme le Parlement, ça fera faire des économies, déjà, parce que ça ne servira plus à rien. Voilà, c'est une réalité, sauf qu'évidemment, on continue à jouer un petit peu la comédie, à faire le spectacle démocratique, entre guillemets, pour faire croire qu'il y a toujours une démocratie. Mais en fait, il y a du débat, oui, il y a de l'idée mais étant donné que les institutions sont aujourd'hui détenues par une majorité qui est celle du président, aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Je rappelle que dernièrement, le Conseil constitutionnel a validé la constitutionnalité du CETA, le fameux accord de libre-échange avec le Canada. Je rappelle, le CETA a été voté par l'Assemblée parlementaire de l'Union européenne, et maintenant ce CETA doit passer devant les parlements des 28 pays membres. Sauf que le problème, c'est que il y a beaucoup de choses à dire sur le CETA, et ce qui n'est pas dit, c'est que le CETA, donc je rappelle, c'est un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, mais je rappelle une chose qui est très importante, c'est qu'au Canada, vous avez énormément de filiales, de compagnies et de sociétés américaines. Ça veut dire que les sociétés qui sont des filiales de compagnies américaines installées au Canada vont avoir le bénéfice du CETA. C'est-à-dire que si le TAFTA aujourd'hui est suspendu, eh bien les Américains vont pouvoir quand même bénéficier de ces avantages du CETA en passant par leurs filiales canadiennes. Enfin voilà, de toute façon, regardez dans le blog, tapez CETA, vous verrez les articles et vous verrez un petit peu les contenus. Là c'est pareil, il y a quelque chose qui va forcément être dangereux. Netflix, bon, petit aparté sur Netflix. Alors, vous connaissez Netflix, c'est un des réseaux streaming vidéo qui fait beaucoup de mal au cinéma parce que, évidemment, c'est un réseau qui fait une offre cinématographique et de séries télé avec des exclusivités. Surtout Netflix qui a beaucoup investi ces dernières années dans des exclusivités, dans des films, dans des séries, et a même signé un contrat exclusif avec Marvel. Sauf que le problème, c'est que c'est un réseau qui est d'un trou de 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars, on pourrait dire, mais donc la boîte elle est faillite. Non, elle ne ferait pas faillite. Pourquoi? Parce que c'est quand même un des leaders aujourd'hui sur le marché mondial. 105 millions d'abonnés à travers le monde, ce qui n'est pas rien, ce qui fait quand même un capital important. Donc c'est une société qui certes a 20 milliards de trous dans ses comptes, mais voilà, elle va trouver certaines solutions pour rétablir la donne assez urgemment, parce qu'elle ne pourra pas continuer à
à creuser ce trou indéfiniment, où là, elle risquerait de se mettre en danger, et éventuellement peut-être de se faire racheter par d'autres groupes. Alors je répète, Netflix est essentiellement en concurrence avec un certain nombre de groupes, dont Amazon, Hulu, tous ces groupes-là. Autre article aussi que je vous invite à lire, c'est La fin des haricots. C'est un article qui est une interview en fait de Ralph Nader. Ralph Nader, c'est un politicien américain, plutôt de tendance écologiste, aux idées progressistes. On aurait tendance à le dire qu'il est un peu démocrate, mais il se défend d'être toujours tombé dans le bipartisme traditionnel américain. Il a fait une interview très intéressante parce que révèle que finalement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que Washington, aujourd'hui, les institutions sont complètement vérolées. Et comme je le dis très souvent maintenant, c'est que, à mon avis, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à Washington, quand on voit ce qui se passe avec Trump, avec l'administration, ce qui se passe au niveau du Sénat, au niveau de la Chambre des représentants, etc., on a franchement l'impression qu'aujourd'hui, Washington ne sert plus à rien du tout. C'est-à-dire qu'à la limite, les Américains ont mieux fait de préserver leurs gouvernements d'État. Les 50 États ont leur propre gouvernement, avec un gouverneur, plutôt que de continuer à fonctionner avec cet État fédéral, avec ses administrations, etc. Parce que franchement, on a l'impression qu'ils sont ils s'éloignent de plus en plus des réels problèmes, des réelles attentions envers le peuple américain. Ils ne défendent aujourd'hui que les institutions pour les intérêts des multinationales, pour leurs intérêts politiques, etc. Alors surtout les démocrates. Alors, les démocrates en prennent énormément pour leur grade. Je rappelle que les démocrates, il y a eu 4 échéances électorales récemment, c'est-à-dire que ce sont des renouvellements locaux dans certains États au niveau de la Chambre des représentants. Les démocrates ont perdu les 4 échéances. Pourquoi ? Parce que les démocrates sont toujours dans ce même dogme, c'est Trump, pourriture de Trump, saloperie de Trump, l'ennemi à abattre, il faut le dégager, etc. Sauf que le problème, c'est que les Américains, ils veulent essayer d'entendre aussi autre chose. Bon, Trump, il est là, il a été élu, on aurait aimé quelqu'un d'autre, mais malheureusement, faut faire avec pendant 4 ans. Essayons de faire avancer le schmilblick, essayons de faire avancer les choses. Sauf que le problème, c'est que les démocrates sont trop focalisés contre Trump et croient que leur politique marketing, leur politique de communication fonctionne. Oui, il fonctionne très bien auprès des Américains démocrates progressistes qui détestent Trump et qui sont prêts à aller manifester contre Trump pour la moindre truc, etc. Mais le problème, c'est que leur manifestation ne sert à rien. D'autant plus, je le dis souvent, c'est des gens majoritairement qui vont manifester, mais il faut rentrer à 6h parce qu'à 6h, il y a The Voice à la télé. Donc voilà, c'est des contestations qui n'ont aucun intérêt. Donc voilà, c'est un article très intéressant que je vous invite à découvrir et à lire parce que ce monsieur qui a quand même une carrière politique assez intéressante donne une vision qui est beaucoup plus réaliste que ce que les médias américains ou même les médias en France essaient de présenter et surtout toujours à vouloir taper sur Donald Trump. Autre info également présentée dans le blog, vous avez peut-être vu que Wikileaks a émis un certain nombre de documents. Alors je crois qu'il y a 25 000 documents. Alors quand on dit 25 000 documents, c'est vrai que ça peut paraître impressionnant, mais quand on dit 25 000 documents, ce sont des mails, ce sont des copies de mails, donc il y en a 25 000. Donc c'est vraiment des petits documents, c'est pas des gros dossiers comme on pourrait le croire. Et ces mails, ils sont un petit peu gênants. Alors, restons quand même prudents parce que les mails, ou tout du moins l'ensemble de ces documents, n'ont pas encore été authentifiés, même si on retrouve dans ces mails un grand nombre de noms que l'on peut vérifier sur Internet et qui sont proches évidemment du cercle de Emmanuel Macron. Et on parle évidemment, on trouve par exemple, on a focalisé un petit peu sur 2-3 mails d'un député qui aurait commandé des produits illicites. Alors plus précisément, on stipule que c'est Alain Touré, donc Alain Touré d'En Marche, qui aurait commandé de la 3-MMC, qui est une drogue psychostimulante. D'accord. Donc voilà, c'est à prendre au conditionnel, mais en règle générale, Wikileaks a
très souvent donné des documents qui étaient authentiques. On se souvient des documents qui avaient été émis concernant Hillary Clinton. On a quand même la satisfaction de se rendre compte que pendant toute la campagne, quand il y a eu les documents ont été révélés, personne chez les démocrates n'a prétendu que c'était des faux. C'est-à-dire que personne n'a... il n'y a eu aucune communication pour prétendre que c'était des faux, que ce n'était pas des vrais documents, que c'était des falsifications. Tout simplement parce que malheureusement ces documents étaient bien authentiques. Donc ils ont essayé de jouer un petit peu une autre politique de harcèlement contre Hillary Clinton. Mais au final, à partir du moment où personne, ou dans le parti, chez les démocrates, personne ne conteste l'authenticité de ces documents, forcément c'est qu'il y a quand même quelque chose de vrai. Parce que c'est très important ici aux États-Unis, ça c'est quelque chose d'assez subtil, c'est que justement, en général, vous n'entendrez jamais quelqu'un affirmer quelque chose à l'encontre de quelque chose s'il sait que cette chose est vraie, mais pour contrecarrer les dégâts que peut faire cette chose, on va mentir. Contrairement à ce qu'on a fait en France. Par exemple, Cahuzac a menti devant l'Assemblée, a menti devant le peuple, a menti devant les institutions. Bon, il est passé devant un procès, voilà, il a été condamné, je ne sais plus, une amende, etc. Mais bon, là, le mec, il est libre, donc il n'y a aucun problème. Ici, aux États-Unis, le parjure, c'est quelque chose qui est extrêmement grave et qui peut mener quelqu'un en tôle. Donc c'est pour ça que les Américains font quand même très attention. Je rappelle dans le Russiagate, toutes les commissions, tous ceux qui sont passés, que ce soit le président de la commission, que ce soit le directeur du FBI, que ce soit le directeur de la CIA, que ce soit l'ensemble des intervenants, jamais, au combien jamais, personne n'a dit « nous avons des preuves ». Ils ont toujours jouer sur la conviction, c'est-à-dire que nous avons la conviction qu'il y a bien eu des collusions, qu'il y a bien eu des interventionnismes russes, mais ils se sont toujours couverts de ne pas l'affirmer de façon catégorique. Parce que c'est un moyen pour eux de se couvrir aussi, c'est-à-dire que si jamais le Russiagate venait par se dégonfler, personne ne pourra les accuser d'avoir menti ou d'avoir affirmé des choses qui n'étaient pas vraies. Ils ne jouent uniquement que sur le fait de la conviction. Et même concernant, même encore aujourd'hui, ils essayent d'aller chercher des petites bêtes sur le fait que le gendre de Trump, que le premier fils aîné de Trump aurait eu des contacts, etc. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien eu de concret. Personne n'a trouvé de document qui puisse incriminer le fils de Trump, comme quoi il a bien accepté ou payé des informations contre Hillary Clinton. Donc on va aller chercher par contre l'intention. Donc l'intention suffit pour discréditer ou incriminer quelqu'un. Hein. L'intention, c'est quelque chose qui est juridiquement répréhensible aux États-Unis. Donc voilà, c'est un jeu très très subtil qui fait que malheureusement, il faut savoir parfois lire entre les lignes et entre les discussions, entre les affirmations et même des fois entre les propos de certains politiques qui font maintenant très attention de ne pas se fourvoyer à satisfaire les ambitions de leurs amis en se mouillant à prétendre ou à affirmer quelque chose qui n'est pas vrai. J'ai mis également un petit article sur le meilleur des mondes. Les meilleurs des mondes, c'est quoi? C'est le fameux roman de Aldous Huxley. Alors Aldous Huxley, pour si vous ne connaissez pas, vous savez qu'il y a deux auteurs qui ont écrit des romans sur des sociétés, on dit sociétés dystopiques, mais finalement ce sont des romans qui mettent en évidence la manipulation, le contrôle de l'esprit, la suppression de liberté, etc. Alors Orwell, évidemment, son roman le plus connu c'est 1984, mais il y a aussi un autre auteur qui s'appelle Aldous Huxley, et qui avait fait un roman qui s'appelait Le meilleur des mondes. Or aujourd'hui, on réhabilite finalement Aldous Huxley parce que dans son roman Le meilleur des mondes, eh bien, il a été un petit peu plus réaliste par rapport à 1984. 1984, ce sont des dictatures, ce sont des systèmes politiques uniques, nos langues, etc. Et il y a vraiment une soumission de la part des populations, alors que Aldous Huxley, lui, a eu une démarche un peu différente, c'est-à-dire qu'il a réussi à développer une société presque dictatoriale par le consentement et par la sélection, c'est-à-dire par l'eugénisme, par
cette volonté d'essayer de séparer les couches sociales humaines par des catégories dans la société. C'est une thématique finalement qu'on retrouve un peu dans les romans de Hunger Games, hein, avec cette partition des peuples dans différents secteurs, avec différentes fonctions, le tout dirigé par une classe dirigeante. Hein, on retrouve également cette inspiration dans Divergente, si vous avez vu les films par exemple. Donc Le meilleur des mondes, allez voir dans le blog, j'ai mis un lien qui est très intéressant. Si vous n'avez jamais vu le film, je vous conseille d'aller voir sur YouTube. Il y a 2 versions, je crois, qui sont disponibles, surtout la version originale, qui est une vieille version, bon, esthétiquement très kitsch, hein, on va dire, mais voilà, si vous voulez voir les films, je vous incite plutôt à lire les livres. Le livre, vous pouvez le trouver en des formats de PDF, hein, dans certains sites de littérature gratuits. Autre thématique également que l'on voit de plus en plus de façon récurrente, c'est évidemment les problèmes liés aux migrants, les problèmes liés à l'insécurité. Alors même si les médias mainstream essaient de cacher un petit peu ça, parce que eux, eh bien, militent et sont dans une propagande extrême concernant les migrants. Il faut savoir par exemple qu'il y a quand même une volonté de laisser faire finalement, puisque on a non seulement la justice ne fait pas respecter la loi, mais en plus oblige la municipalité des investissements aux frais du contribuable. Là je parle de Calais, hein, c'est-à-dire que la justice a condamné la municipalité de Calais à installer des sanitaires et de l'eau courante pour les migrants qui, je le rappelle, se sont installés illégalement dans un terrain, qui sont en situation irrégulière. Donc en fait on légitime leur situation alors qu'ils sont hors la loi. Donc, vous voyez, là on est véritablement dans quelque chose de très dogmatique qui pousse même la justice à se contredire elle-même. Donc là on est vraiment dans quelque chose d'assez formidable. Et d'ailleurs, vous avez même une personnalité aujourd'hui, alors qui est une personnalité un petit peu complexe, très décrié sur internet parce que c'est quelqu'un qui s'est rapproché de mouvements d'extrême droite, c'est Sébastien Jalamion. Sébastien Jalamion, c'est un ex-policier qui a fini par quitter la police et qui s'est retrouvé dans des situations qui aujourd'hui on peut dire c'est un martyr dissident, parce que le système s'acharne contre lui, tout simplement parce qu'il a eu le malheur de dire des choses qui ne plaisent pas. Il a mis en évidence les problèmes au sein de la police, des ordres donnés, vraiment la politique du laisser-faire, voilà. Et aujourd'hui, ce monsieur, eh bien, je vous lis, hein, vous verrez hein, l'article dans le blog, hein, Sébastien Jalamion, 20 ans de carrière dans la police, va-t-il finir en tôle? En effet, si le monsieur a décidé depuis quelques années à s'afficher proche des mouvances d'extrême droite, son discours n'en est pas moins le reflet d'une réalité où comment, selon lui, l'autorité et la sécurité de ses compatriotes sont en jeu du fait d'une inversion de valeurs et d'une émasculation globalisée des institutions à laisser faire. Mais ces coups de gueule ne plaisent pas en haut lieu et c'est la déferlante. Un système se met en branle contre lui pour le détruire. Et c'est vrai que là, c'est vraiment de l'acharnement. Autre aussi très intéressant, c'est le malaise. Alors le malaise de qui? De Nicolas Hulot. Nicolas Hulot qui était lors d'une commission parlementaire, pardon. Et tout d'un coup, il y a une jeune femme, alors vous voyez, hein, vous trouverez la vidéo là sur le blog, qui pose 2-3 questions sur des thématiques importantes qui touchent évidemment la politique de Nicolas Hulot. Et finalement, Nicolas Hulot n'a pas répondu à la question parce que monsieur, elle n'était pas bien. Donc il a demandé une suspension de séance pour se rafraîchir un peu. Et sauf que le problème, c'est à la reprise de séance, il n'est pas revenu. Il était malade, il n'était pas bien, il a fait un malaise. Sauf que le problème, c'est qu'on n'a toujours pas la réponse à la question. Mais je vous invite à voir la vidéo pour voir les questions qui sont posées par la jeune femme. Je crois que c'est une insoumise d'ailleurs. Et là, c'est
tout à fait flagrant, et je pense que malheureusement Nicolas Hulot, je peux comprendre beaucoup de gens qui croyaient en Nicolas Hulot, je peux comprendre beaucoup de gens qui vont peut-être tout d'un coup se rendre compte que Nicolas Hulot, il a beau peut-être avoir les bonnes intentions du monde dans ses idées écologistes, etc. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui il a mis le pied dans un système où forcément ses idées, même les plus légitimes qu'elles soient, il va les jeter à la poubelle parce qu'il est confronté à des multinationales, il est confronté à des intérêts économiques et aussi à des conflits d'intérêts politiques qui l'obligeront forcément à retourner sa veste sur pas mal de sujets. Donc même si ce monsieur a réussi quand même à négocier un poste ministériel avec un certain nombre de pouvoirs, eh bien ces pouvoirs finalement ne lui servent pas à grand chose. On se souvient de ce qui est arrivé avec les perturbateurs endocriniens, où il voulait absolument interdire ces pratiques, mais finalement le monsieur il a fini par céder, il a fini par accepter, et aujourd'hui les perturbateurs et endocriniens ont de bons jours encore devant eux en France. Concernant un lien aussi avec la politique sociale qui sera celle du gouvernement de M. Édouard Philippe, très clairement le modèle allemand est en train d'inspirer le gouvernement français. Vous verrez dans le blog un article très intéressant aussi sur ce qu'est devenu aujourd'hui la politique sociale allemande. Certainement vous avez entendu parler de ce nouveau contrat pour des migrants qui seraient payés 80 centimes de l'heure. Alors on nous assure que ce ne sont pas véritablement des emplois, que ce sont des postes qui seraient exclusivement à des fins caritatives, à des fins sociales, à des fins humanitaires, mais on sait en général comment ça se passe, c'est qu'à partir du moment où on installe des statuts légaux sur une sorte de contrat, quand on plonge son nez un petit peu sur les textes, on se rend compte qu'il y a des lacunes, on se rend compte qu'il y a des flous, et ces flous justement ils sont provoqués, ils sont là exprès justement pour permettre de faire évoluer ces contrats à terme sur d'autres types d'activités, des activités d'ordre privé, dans du secteur privé, dans du secteur professionnel. Donc voilà, je vous invite à voir cet article aussi. On a eu aussi le retour de boomerang des Russes qui vous nous avez fait des sanctions, ok, qu'est-ce qu'on peut faire nous? Qu'est-ce qu'on va faire? On a 755 diplomates américains qu'on va pouvoir virer. Donc ils ont viré 755 diplomates américains. Oui, alors petite photo intéressante que vous voyez juste derrière moi. Je ne sais pas si on peut la grossir un peu. Voilà, vous voyez. Je crois que là, les communicants de En Marche, finalement, se sont peut-être un petit peu plantés, parce que le slogan En Marche, c'est bien gentil, sauf que le problème, c'est que c'est aussi un slogan qui avait été utilisé par le gouvernement provisoire de Vichy pendant l'occupation. C'est dommage. On a eu aussi le petit propos d'un certain Justin Trudeau. Alors Justin Trudeau, je rappelle, c'est le Premier ministre canadien. Sur Internet, on a eu une information où il aurait dit que finalement l'excision, c'est pas un geste barbare. Bon, sauf que le problème, c'est qu'évidemment, c'est peut-être un petit peu emballé, et c'est pas exactement ce qu'il a dit. Au contraire, il a essayé de contredire ce qu'il avait dit, mais pourtant, il l'avait bien dit un petit peu dans cette forme-là. En gros, de toute façon, le problème de Justin Trudeau, c'est le problème qu'il essaye de faire comme on fait en France, c'est-à-dire d'essayer de caresser dans le sens du poil la communauté musulmane canadienne pour les prochaines élections. Et dans ce sens-là, eh bien, M. Trudeau, aujourd'hui, il est un petit peu emmerdé, parce qu'il a quand même tenu des propos par le passé qui collent plus trop avec sa politique aujourd'hui. Alors évidemment, on peut très bien légitimement faire valoir le droit de se tromper et de ne pas finalement être tenu pour responsable ou d'être tenu rigueur de certains propos qu'on a pu tenir il y a 5 ou 6 ans. Le fait est, c'est que malheureusement, la politique de Trudeau par rapport aux migrants commence à être un petit peu décriée, et commence un petit peu à inquiéter les Canadiens et surtout les Américains, parce que le problème, c'est que, comme je l'ai répété, je le dis, il faut savoir qu'il y a quand même un État qui est relativement accessible par le Canada, qui est le Michigan, et dans le Michigan, il y a de plus en plus de musulmans
se situe aujourd'hui dans le Michigan, dont il y a pas mal d'illégaux qui arrivent par le Canada. Donc quand on apprend qu'il va y avoir à peu près, je crois, 50 000 migrants qui vont devoir débarquer au Canada, voilà, je pense que les Américains commencent à se poser un petit peu quelques questions pour savoir s'il n'y a pas des migrants qui vont arriver au Canada qui vont être tentés de descendre aux États-Unis. Bon, même si aujourd'hui il est certainement peut-être plus intéressant pour des migrants de rester au Canada que de venir aux États-Unis, parce que les conditions sociales au Canada sont quand même légèrement meilleures. Elles ne sont pas très bonnes ou très avantageuses, mais elles sont quand même néanmoins plus intéressantes que celles aux États-Unis. Donc voilà à peu près un petit peu l'essentiel des informations. Voilà, on a résumé. Hein, je ne reviendrai pas sur la politique du gouvernement français, de l'attitude de Macron, parce que vous verrez, de toute façon, on va en entendre parler certainement encore pas mal. Je pense qu'il y a quasiment une info qui tombe tous les jours maintenant. À savoir qu'il faut être vigilant, surtout en ce moment, parce que là, nous sommes évidemment au mois d'août, nous sommes le 3 août aujourd'hui et normalement à partir du 15 août c'est là que les affaires vont commencer à reprendre, mais la rentrée parlementaire elle se fera je crois le 23 ou 26 septembre, donc d'ici là le gouvernement va avoir le temps de préparer ses dossiers. Et il risque d'y avoir d'énormes surprises. Alors après, quand on dit oui, mais ça va bouger à la rentrée, je tiens à rappeler quand même qu'on a fait 5 ans de Hollande, à chaque fois on a dit ça va bouger à la rentrée, et puis oui, en effet, ça a un petit peu bougé, il y a eu quelques manifs, il y a eu quelques blocages, etc., mais finalement, on a compté sur le fait que nous sommes aujourd'hui dans des sociétés de consommation, et en tant que société de consommation, eh bien les Français ils veulent bien manifester, ils veulent bien protester, mais à court terme, parce qu'à long terme ils peuvent pas, parce que il faut quand même gagner sa vie, il faut gagner un salaire, parce qu'il faut payer le crédit de la maison, le crédit de la voiture, etc., etc. Et puis il faut mettre de l'argent de côté pour partir en vacances au sport d'hiver. Donc de là à dire est-ce que ça va péter au mois de septembre, je ne suis pas certain, même si on a véritablement aujourd'hui des éléments qui démontrent que sur le plan social, des couches sociales de la population vont s'en prendre plein la gueule, et je pense plus particulièrement fonctionnaires qui ne s'attendent certainement pas encore à la claque qu'ils vont recevoir. Mais je ne pense pas que les Français sont encore vraiment convaincus et motivés pour un moment décider de faire quelque chose et d'aller dans la rue et de réclamer voilà, ce que chacun a peut-être envie de réclamer. Et c'est peut-être aussi ça un petit peu le problème, c'est que derrière vous avez aussi les syndicats qui sont là pour essayer de faire de la récupération. Je rappelle, les syndicats aujourd'hui, ce sont de toute façon les succursales idéologiques de la pensée unique. Ce sont les premiers défenseurs de certains éléments de la pensée unique. Donc compter sur les syndicats pour faire forger, organiser une contestation solide, c'est pas demain la veille, ou le jour où les poules auront des dents. Aujourd'hui les syndicats, il faut pas compter sur eux, c'est clair, net et précis. Comme je le dis souvent, je pense que malheureusement aujourd'hui ce qui manque en France, c'est un canalisateur, c'est-à-dire soit un mouvement ou soit une personnalité qui puisse véritablement attirer non seulement l'intérêt et la confiance des Français dans une réelle volonté de faire bouger les choses dans les institutions, etc. Malheureusement, actuellement, il n'y en a pas. Certains pensent qu'il y a Mélenchon, mais Mélenchon, il a quand même un petit peu dérapé pendant la campagne entre le premier et le second tour. Et puis là, il a réussi à se faire élire, il a un groupe parlementaire et ils font leur taf, et je pense plus particulièrement à François Ruffin qui est quand même celui qui, à mon avis, bouscule beaucoup d'institutions au niveau de l'Assemblée nationale, et il n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat. Il y en a 2-3 aussi chez les Insoumis qui n'hésitent pas à balancer parfois des discours bien corrosifs sur cette Assemblée nationale. On parlera plus, vous avez vu les vidéos, et je pense que malheureusement c'est acquis, et ce sera comme ça chez les En Marche, des gens qui sont un petit peu complètement à la ramasse. Vous avez vu les vidéos aussi sur ces présidentes suppléantes qui ne maîtrisaient mais absolument plus rien dans la façon de faire passer, de faire voter les décrets, les sous-amendements,
amendements, les présentations et faire suivre respecter les règles en matière de prise de parole, etc. Enfin, c'est grave, c'est dramatique, hein. C'est la preuve que de toute façon, il y a une réelle volonté de détruire la République française, une réelle volonté de détruire la démocratie, les principes et les fondamentaux de la démocratie française, parce que finalement, voilà, on se détourne complètement de ces gens-là. Ils sont ridicules, ils sont incompétents, donc on n'y prête même plus attention. Sauf que le problème, c'est que derrière, il y a quand même des gens qui sont en train de placer leurs pions, qui sont en train de placer leurs lois, leurs amendements, leurs textes, leurs décrets, pour tout d'un coup détruire du patrimoine social, du patrimoine tout court français, et peut-être un jour vous allez en avoir les conséquences sur vos fiches de paie, sur vos pensions, sur vos allocations, sur vos prestations sociales, voire même sur vos biens, hein. Je rappelle qu'aujourd'hui, de plus en plus, les banques sont en train de vous empêcher de retirer votre argent, hein. J'ai mis des articles, hein, sur il y en a qui appellent ça une théorie du complot sur la suppression de l'argent liquide. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une réalité. Une réalité qui est actuellement en expérimentation en Suède et qui va venir aussi aux États-Unis, qui commence déjà un petit peu à venir aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis on commence à voir une accélération. Je tiens juste à rappeler qu'aux États-Unis, pour beaucoup d'Américains, le billet vert, le physique, le billet, hein, le palpable, ça reste encore quelque chose d'important, ça reste quand même une culture, sauf que depuis quelques années, on a quand même réussi à pousser les Américains à utiliser beaucoup la carte bleue, ou la carte de crédit. Avantage, c'est vrai qu'aux États-Unis, la carte de crédit, vous pouvez l'utiliser même pour acheter une baguette de pain à 2 $. Donc au moins c'est un avantage. Sauf qu'aux États-Unis, ils fonctionnaient depuis de nombreuses années avec de l'empreinte magnétique, hein. Vous savez, c'est un peu... sauf que là, les banques sont en train tout simplement d'installer progressivement un procédé qui va fonctionner avec des puces, c'est-à-dire des cartes à puces, et finalement, à terme, la bande magnétique va fatalement disparaître, et en parallèle, je rappelle, j'ai mis l'article, hein, dans le blog, vous le retrouverez certainement, c'est Visa qui va négocier avec 50 labels de chaînes de restauration rapide pour les inciter. Alors elles vont toucher tous les restaurants, hein, de ces enseignes toucheraient 10 000 $. En échange, elles refusent de recevoir des paiements en espèces. C'est-à-dire que les gens devront payer soit par chèque ou soit par carte bleue. Ils ne pourront plus payer en espèces. C'est déjà le cas dans certaines chaînes d'hôtels aux États-Unis. Je vous donne mon expérience personnelle, hein. Je suis allé à Détroit au mois de juin, et l'hôtel où nous étions affichait très clairement, hein, nous refusons tout paiement en espèces, uniquement carte bleue. Donc voilà, c'est une réalité aux États-Unis qui commence à prendre forme, même si les Américains n'ont pas l'air de s'en rendre compte, hein, vraiment. Mais bon, en France, ça va venir. Ça vient progressivement, puisqu'on a déjà supprimé le 500, le 200, et le 100, le billet de 100 va disparaître lui aussi. Et de plus en plus, on va vous obliger à payer avec vos cartes. On va de plus en plus réduire le plafond de possibilités de paiement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que vous ne pouvez plus rien acheter au-dessus de 1500 €, je crois. Ici aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a beaucoup de secteurs maintenant qui obligent les enseignes de faire une déclaration pour toute personne qui paye quelque chose à plus de, je crois, je ne sais plus, je crois que c'est 1000 $. Je crois que le plafond c'est 1000 $. C'est-à-dire que si quelqu'un veut payer quelque chose en espèces de plus de 1000 $, les enseignes ont une obligation de faire une déclaration. C'est-à-dire que cette déclaration, elle va, alors je crois que ça va soit au FBI ou à la CIA, je ne sais plus, etc. Et ça peut éventuellement déclencher, eh bien, tout simplement une enquête sur vos fonds. Bon, évidemment, c'est pas tout le temps que ces enquêtes sont effectuées, mais c'est une procédure qui existe. Donc voilà, on restreint de plus en plus la liberté de disposer de votre argent. Votre argent, c'est la banque qui va en être le propriétaire, et c'est elle qui en fera ce qu'elle voudra. Elle sera même à même de décider si elle veut bien vous donner ce que vous avez droit ou pas. Hein, et je rappelle aussi que Bruxelles a mis en place aussi un décret qui
va permettre aux banques de bloquer les retraits par distributeur ou en agence de votre argent, au cas où la banque se retrouverait en situation difficile, voire en quasi-faillite. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes à la Société Générale, au Crédit Agricole, et que tout d'un coup, paf, crise, et paf, ces banques-là sont au bord de la faillite, eh bien ces banques auront parfaitement le droit de bloquer vos comptes. C'est-à-dire que vous ne pourrez même plus retirer ne serait-ce qu'un centime. Vous ne pourrez plus retirer 20 € ou 10 € dans un distributeur. C'est voilà. Vous pourrez continuer à payer par des débits différés, c'est-à-dire par carte bleue, si vous le voulez, mais vous ne pourrez plus retirer d'argent liquide si ces banques font faillite. Donc ça, c'est des réalités. Voilà, c'est quelques petites informations supplémentaires sur votre argent. Toutes les informations sont là, l'info Intox, le blog, page Facebook pour ceux qui sont membres de cette page Facebook. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo des infos ou Intox. Je rappelle, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous abonner ici. Petite promo personnelle d'une autre chaîne de YouTube qui est Les Films du Grenier, ici, si ça vous intéresse, c'est plus divertissant. Enfin, si vous le souhaitez, c'est pas une obligation, mais ça peut toujours aider, eh bien vous pouvez faire un don ici, à Tipeee, si vous pensez pouvoir aider à développer cette chaîne YouTube et ce blog que vous avez là. Juste une petite aparté avant de terminer, je sais qu'il y a eu des personnes qui m'ont dit que sur la chaîne YouTube, vous avez vu les vues là, c'est vraiment très petit, il y a quasiment personne qui voit les vues. La raison est simple, c'est que les vidéos sont relayées dans Info ou Intox, le blog. Là, les vidéos sont vues, il y a une centaine de vues en moyenne, ce qui n'est pas répercuté ici. Par YouTube, tout simplement parce que YouTube, si vous utilisez le link qui est ici de la vidéo sur un autre site, sur une autre plateforme, eh bien en général, les vues qui sont vues par l'intermédiaire de l'info ou Intox, eh bien ne sont pas comptabilisées sur YouTube. Donc en fait, et comme je ne fais pas la promo de cette chaîne YouTube nulle part, donc évidemment, il y a quasiment personne qui regarde des vidéos directement sur cette chaîne. Alors, si vous êtes sur la chaîne YouTube, si vous êtes en train de me regarder sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas, un petit pouce vers le haut, abonnez-vous, n'hésitez pas à faire la promo si ça vous intéresse. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo d'Info ou Intox. Portez-vous bien et bonnes vacances si vous êtes en vacances et bon retour si vous revenez de vacances. À très bientôt et merci.